Bonjour à tous et bienvenue à l'interview. Aujourd'hui, je reçois Philippe Van Mulder. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes secrétaire général de la FGTB Bruxelles. Évidemment, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de la manifestation. C'est un jour de manif nationale. C'est la troisième manif nationale depuis l'arrivée du gouvernement Michel. Alors, il y a eu novembre 2014, octobre 2015. Alors, vous aviez chaque fois réuni plus de 100 000 personnes. Aujourd'hui, vous êtes combien dans la rue ? Alors, au stade où on en est, on n'a pas encore de chiffres précis. La manifestation est en cours, un certain nombre de comptages sont encore en cours aussi. Est-ce qu'on va atteindre les 100 000 ? Je n'en sais rien. En tout cas, je peux vous dire que c'est une manifestation assez considérable. Est-ce qu'il y aura 60 000, 70 000, 80 000 personnes ? On va tourner autour de ces eaux-là. Et comme d'habitude, on aura des interprétations différentes de la police et des organisateurs. Mais ça, c'est la loi du genre. Donc un peu en dessous de 100 000, c'est plutôt par là que vont vos estimations. Oui, voilà. Est-ce que pour vous, ce chiffre-là est un chiffre important ? Est-ce que c'est au nombre de manifestants qu'on voit le succès de la manifestation ? En tout cas, une manifestation nationale qui réunirait 12 000 personnes nécessiterait un sérieux ajustement de stratégie syndicale. Bon, là, je pense que nos militants et au-delà la population, elle a montré qu'elle croyait encore au combat et qu'elle n'était pas dans un scénario de résignation. C'est très important. Alors, la FEB, donc le patronat, dit il vaut mieux être à table qu'être dans la rue. On obtient davantage à la table des négociations ou à la table de la concertation que dans la rue. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je proposerai à M. Timmermans de faire alors une liste de ce qu'il est d'accord d'accorder à table. Comme ça, on verrait peut-être un peu plus clair et on pourrait faire un choix raisonné. Vous trouvez que dans la concertation sociale, c'est déséquilibré pour l'instant, que le gouvernement penche trop vers le patronat ? Oui, c'est une évidence. Je veux dire, tous les observateurs constatent qu'on est dans une complicité de tous les instants entre le gouvernement, un peu toutes les branches du gouvernement et la FEB, le VOCA. On a pu reprocher dans le passé des contacts privilégiés entre certaines parties des gouvernements de coalition et des organisations syndicales. Cette époque-là est révolue. Par exemple. Voilà, cette époque-là est évidemment révolue. D'aucuns diront cette bonne guerre. Ouais. En tout cas, c'est une catastrophe pour la population. Venons-en aux raisons de la colère, donc aux revendications que vous portez. Alors il y a une partie de nouvelles revendications et une partie d'anciennes revendications qui sont encore mises à l'ordre du jour. Parlons peut-être des nouvelles, des plus récentes. Mais curieusement, je vous dirais que je ne partage pas tout à fait cette dichotomie entre anciennes et nouvelles revendications. Par exemple, si vous prenez la réduction collective du temps de travail, on peut dire c'est un vieux machin. En même temps, c'est quelque chose qui revient au-devant de la contestation sociale et de la revendication sociale. Donc ça aussi, ce retour a aussi un petit côté nouveauté. À quoi est-ce qu'on assiste aujourd'hui ? La société va très mal. La société va très mal. On nous indique de toutes parts que l'objectif central du gouvernement fédéral et qu'il veut faire partager aux citoyens, c'est la performance. Alors on devrait s'attendre à ce que cette performance soit partagée, voire imposée à toutes les catégories de la population. Et qui est-ce que le gouvernement fédéral convoque au tribunal de la performance ? Les chômeurs, les malades, les travailleurs en général, les services publics, contrats de gestion, contrats d'administration, le secteur non marchand aussi, à qui on demande maintenant de recopier la manière de fonctionner du secteur privé. C'est tout ? Oui, c'est tout. Et qui donc n'est pas convoqué à ce tribunal de la performance ? Le secteur privé, marchand. Jamais dans ce pays, on a lié des subventions ou des aides à l'emploi accordées au secteur privé en disant « Ah, by the way, il y a une petite obligation. Maintien de l'emploi, création d'emplois. » Non. Et donc tout se passe comme s'il était totalement indispensable d'exiger des chômeurs, des malades, des personnes qui bénéficient du revenu d'insertion sociale, indispensable de les mettre sous pression et de mettre face à eux un certain nombre d'obligations précises, mais totalement hors de propos d'exiger des employeurs du secteur privé le moindre engagement précis. Et donc c'est vraiment deux poids, deux mesures, et je pense que c'est ça aussi
que veulent stigmatiser les personnes qui sont dans la rue en ce moment. Donc ce n'est pas équitable, c'est injuste. Oui. Alors pour venir à ce que j'appelais les nouvelles revendications, donc c'est ce non à la flexibilité tel que le ministre Peters Alors le là, propose. on entre effectivement dans ce qui est partiellement une partie importante du contexte de la manif d'aujourd'hui, c'est la loi Peters. Et au fond, qu'est-ce qu'il y a dans cette loi Peters ? Essentiellement deux choses. Un, une espèce de bifure de la concertation. La flexibilité, on est très habitué dans ce pays à la négocier, mais précisément à la négocier. Ici, elle est offerte aux employeurs de ce pays, sans plus devoir passer par la case concertation. Au fond, on va injecter au niveau des entreprises des pratiques, de mauvaises pratiques, qui sont les pratiques du gouvernement fédéral en termes de non-concertation. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose qu'il y a dans cette loi Peters, d'habitude, le niveau normal d'effectif dans une entreprise correspond au niveau normal de la production. Bien. Et comment est-ce qu'on s'en sort alors quand on est chef d'entreprise, quand les carnets de commandes diminuent? Soit on fait appel, dans ce cas-là, on fait appel au chômage économique. Et quand les carnets de commandes sont gonflés, on fait un petit peu appel à l'intérim. Voilà, ça c'est le fonctionnement, il vaut ce qu'il vaut, mais c'est un fonctionnement qui est finalement pas si mauvais. Et aujourd'hui, que cherche à faire le ministre fédéral de l'Emploi? Il cherche à faire en sorte que les entreprises prennent comme niveau normal d'effectif le niveau lié à la production la plus basse. Et comment est-ce qu'on compense alors? En faisant davantage d'intérim et en permettant davantage d'heures supplémentaires. Et quel est le résultat de tout ça? Des pertes d'emplois considérables. Vous savez, on va permettre aux gens de prester davantage d'heures supplémentaires, mais chaque fois que 19 membres du personnel, quelque part, prestent les 100 heures qu'on leur promet dans cette loi, qu'on promet à leurs employeurs, à chaque fois, c'est un emploi de moins. Et donc, on a un ministre de l'Emploi qui est en train de programmer, de générer une destruction d'emplois. C'est une situation surréaliste. Mais ce que répond le gouvernement à votre démonstration là, c'est qu'il y a un risque de détérioration de l'emploi et qu'on risque de perdre des emplois et du travail. Oui. Donc si on n'est pas flexible, on n'aura pas ce travail qui pourrait arriver en sus ou même on n'arriverait pas à le maintenir. Oui, c'est le vieux débat entre les politiques de l'offre et les politiques de la demande. Et au fond, le gouvernement fédéral belge aujourd'hui fait comme l'Union européenne et ça peut tenir en une espèce de synthèse, voire de slogan. C'est pas parce que ça ne marche pas qu'il ne faut pas continuer. Je m'explique. La politique que mène le gouvernement fédéral aujourd'hui, c'est une politique un peu magique. C'est-à-dire, on va donner aux entreprises un certain nombre d'avantages. Des avantages patrimoniaux, des subventions, des réductions de charges sociales, et aussi d'autres types d'avantages, pas utile de les lister ici. Et on se dit, en versant ça tout au-dessus, ça va bien finir par ruisseler, et au fond, ça pourrait bien, à la limite, produire quelque effet positif pour les travailleurs, ou même quelque effet positif en termes de rémunération. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. À quoi est-ce que ça mène, cette politique? Quand on déverse des avantages sur les entreprises, ça mène par exemple à ce qu'en 2015, on a eu à la fois 50 000 exclusions du chômage et les profits des entreprises ont augmenté de 32%. Est-ce que vous trouvez ça normal, monsieur Delay? Moi, je trouve que ce n'est pas normal et que c'est assez choquant. Mais le gouvernement dit aussi qu'on a quand même créé des emplois. Il y a 90 000 emplois qui ont été créés. Donc il y a quand même une création d'emplois. Il y a toujours des créations d'emplois. Il y a toujours des créations d'emplois. Ce que le gouvernement est en train de faire, malheureusement, pour ce qui le concerne, on peut parler par ailleurs de l'emploi créé dans le secteur privé, mais en ce qui concerne les emplois directement sous l'influence du gouvernement fédéral, eh bien, il a renoncé à remplacer 4 fonctionnaires sur 5 qui s'en vont. Donc chaque fois que 5 fonctionnaires s'en vont, il y en a 4 qui ne vont pas être remplacés. Curieuse politique de développement de l'emploi. Alors je voudrais vous demander quelle est la suite maintenant. Après cette manifestation, vous avez lancé un calendrier, un programme. Oui. Alors tout n'est pas encore en front commun. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça doit se passer d'après vous? Il faut convaincre les autres syndicats de vous rejoindre? Un certain nombre sont déjà convaincus. Qu'est-ce qui va se passer? Nous avons un certain nombre de rendez-vous intermédiaires maintenant d'ici au 24 juin.
Ce sont des rendez-vous qui ne vont pas faire la une de la presse parce que c'est de la sensibilisation en entreprise, c'est de l'explication sur ce que nous voulons, c'est des distributions, etc. Bien. Et le prochain rendez-vous important, c'est le 24 juin. Le 24 juin, nous avons une journée de grève générale. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, cette journée de grève, elle va être menée par la FGTB et par des morceaux de la CSC. Notamment, la Centrale nationale des employés a déposé un mot d'ordre de grève pour ce jour-là. Le syndicat libéral va prendre position le 25 mai. Tout ça est très normal. Donc vous attendez à ce que tout le monde participe. C'est ça votre souhait? C'est en tout cas ce qui devrait se passer si on a en tête l'intérêt général et l'intérêt des travailleurs de ce pays. C'est toujours mieux, quand on est dans des actions de ce type-là, qu'il n'y ait pas de friction entre travailleurs. Ça, c'est pour le 24 juin. Ensuite, à des moments divers, tous ceux qui ont la chance d'avoir un travail, mais même ceux qui n'ont pas de travail vont prendre quelques jours de repos pendant juillet et août. Et classiquement, vous le savez fort bien, ça n'est pas à ce moment-là qu'on peut faire. Donc c'est à l'automne qu'on reprendra les actions. Et rendez-vous à l'automne avec à nouveau une manifestation nationale qui est programmée et une journée de grève également programmée le 7 octobre. Et celle-là, elle est d'ores et déjà en Front commun syndical. Alors on parlait au début du nombre. Les derniers chiffres qui sont parvenus pendant notre interview étaient les chiffres de la police, de 37 000 personnes, selon la police. Pour vous, c'est encore des chiffres partiels? Alors moi, j'ai reçu d'autres chiffres de la police, mais on est en plein flou pour le moment. Le chiffre de 37 000, je l'ai reçu, mais c'est les personnes qui sont arrivées en train. Et donc la police parlerait de 60 000. D'ici à ce soir, on aura l'occasion d'affiner les chiffres. Un dernier mot sur les prisons, quelques secondes. Oui. Vous avez bon espoir qu'on arrive à un accord demain matin? C'est très important qu'on arrive à un bon accord demain. C'est très important pour tous ceux qui sont confrontés à la situation actuelle dans les prisons. Je pense évidemment aux gardiens, aux travailleurs des prisons. Je pense aussi, bien entendu, aux détenus qui vivent des moments extrêmement difficiles. Je ne vais pas vous dire le contraire. Il faut trouver une solution. C'est une évidence. Il faut trouver une solution. Et je pense que, en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que la réunion de demain devrait être porteuse de solutions. Philippe Van Mulder, merci d'être venu. Je vous remercie. Et demain, une autre interview. Rendez-vous demain à 12h30.